Bonsoir à tous, on espère que la colle s'est bien passée. On va commencer donc du coup la correction donc de la deuxième colle pour les LAS, donc toujours concernant donc de l'embryologie. Alors, premier QCM, donc trois réponses de juste, B, C, D. Donc l'item A était faux, donc les cellules germinales apparaissent dans le mésoblaste intra-embryonnaire de la vésicule vitéline. Donc ici on avait un piège sur intra-extra-embryonnaire, parce que donc du coup la bonne réponse c'est extra-embryonnaire, elles apparaissent dans le mésoblaste extra-embryonnaire de la vésicule vitéline. Alors, item C donc, était vrai, elles peuvent bien être à l'origine d'un tératome, ces cellules germinales. Donc petit rappel sur ce qu'est un tératome, donc en fait c'est une petite tumeur bénigne qui va présenter notamment donc, du coup, des caractéristiques très différenciées. Donc on va avoir en fait par exemple dans un tératome eh bien, des dents, des cheveux, on peut retrouver dans un tératome. Alors effectivement, ces tératomes sont liés aux cellules germinales puisque donc du coup c'est si elles s'arrêtent au cours de leur migration, donc vers l'endroit où elles doivent aller, à la fin. L'item E donc était faux. Les cellules germinales ne sont pas à l'origine des cellules de Sertoli dans les testicules. Les cellules germinales chez l'homme eh bien, vont être à l'origine donc, des spermatogonies. Chez la femme, elles vont être à l'origine des ovogonies. Donc du coup, les cellules de Sertoli, ce sont des cellules somatiques, elles ne rentrent pas dans la lignée germinale, donc c'est pour ça que l'item était faux. L'item, donc QCM2, pardon, ABC, donc trois réponses de juste encore. Donc l'item A, donc effectivement, tout était vrai dans cet item. Donc sur la membrane externe du spermatozoïde, on peut retrouver une enzyme, la hyaluronidase pH20. Donc c'est une enzyme qui détruit en fait tout ce qui se situe devant elle. Donc en fait, quand elle arrive au niveau enfin le spermatozoïde arrive au niveau de la corona radiata, cette enzyme se met en route, si on veut, et va dégrader ce qui est en face d'elle, donc notamment la corona radiata qui constitue vraiment une masse gélatineuse, avant d'arriver donc jusqu'à la zone pellucide. Donc l'item D était faux. Le produit de sécrétion de la prostate contient des phosphatases acides et des enzymes protéolytiques. Donc pourquoi cet item était faux? Puisqu'il a en apparence tout d'un item juste. Effectivement, donc le contenu de l'item est juste, mais ne colle pas avec donc du coup l'énoncé de l'item et donc constitue un hors item. L'item E était faux. La pièce intermédiaire du spermatozoïde comprend les centrioles, donc il ne comprend pas les centrioles. Au niveau du col, on retrouve les centrioles, mais pas au niveau du flagelle. Le flagelle est constitué du complexe filamentaire axial, de la gaine mitochondriale et d'une gaine fibreuse. Donc les centrioles, on les retrouve vraiment au niveau du col du spermatozoïde. Voilà. QCM3, donc encore trois réponses de juste, donc ACE, donc concernant cette fois-ci donc les fonctions des cellules de Sertoli, donc première fonction, donc les cellules de Sertoli jouent un rôle très important dans la barrière sans spermatozoïde, rien à dire dessus. L'item B donc était faux, les cellules de Sertoli contrôlent toutes les étapes de la spermatogénèse et pas seulement la spermiation. Spermiation qui, on le rappelle, donc du coup est différente de la spermiogénèse, qui est donc du coup en fait une étape, la spermiogénèse de la formation des spermatozoïdes, si on veut. Et en fait, la spermiation, c'est justement cette étape où on va libérer des spermatozoïdes dans la lumière tubulaire, en fait. Donc, du coup, elle ne contrôle pas uniquement la spermiation, mais bien toutes les étapes, donc du début de la formation des cellules germinales jusqu'à la fin de la formation des cellules germinales. L'item D était faux aussi, donc les cellules de Sertoli possèdent des récepteurs à la FSH et à la testostérone, pas à la LH. Les récepteurs à la LH sont situés sur les cellules de Leydig. Petit moyen mémotechnique pour donc du coup s'en rappeler. LH, on a un L comme dans Leydig, et donc du coup forcément l'autre c'est FSH. Alors QCM4, on n'avait qu'une seule réponse de juste, donc c'était la réponse A. Donc l'item B était faux, donc elle déclenche la réaction acrosomique avec ZP1, donc ça c'est pas vrai, c'est le rôle de ZP3. L'item C était faux aussi, donc elle se situe sur la membrane interne du spermatozoïde, donc non, il s'agit du récepteur AZP2 et non de la glycoprotéine en soi, qui elle se trouve dans la zone pellucide, donc la glycoprotéine ZP2 se trouve dans la zone pellucide, le récepteur AZP2 dans la membrane interne. Il faut bien le différencier parce que il peut arriver que ça tombe, pardon. Item D était faux, donc elle participe à la liaison secondaire, cette liaison, cette glycoprotéine ZP2, pas primaire. Donc en fait, elle va faire la réaction spécifique d'espèce. La réaction primaire, on le rappelle d'ailleurs, est une réaction réversible et donc du coup, la réaction secondaire est une réaction irréversible qui était l'objet du dernier item, donc dernier item qui était faux. Là aussi, on faisait un piège sur la réversibilité, irréversibilité. QCM5 maintenant, donc pour terminer ma partie, et puis je laisserai la parole aux autres. Donc du coup, on avait trois bonnes réponses, donc c'était ADE.
Donc l'item A, effectivement, donc après avoir traversé la zone pellucide, le spermatozoïde se retrouve dans l'espace périvitellin, donc là rien de spécial à dire. Donc B, faux, parce que donc, tout le spermatozoïde rentre dans l'ovocyte, il n'y a pas seulement la tête du spermatozoïde qui rentre dans l'ovocyte, on a aussi le flagelle par exemple. Donc item C était faux aussi, donc sur la membrane interne du spermatozoïde, une intégrine sera liée à la protéine ADAM présente sur la membrane interne ovocytaire, pardon. Donc là on avait en fait inverser les deux termes. Donc c'était sur la membrane ovocytaire, une intégrine se liera à une protéine ADAM présente sur la membrane interne du spermatozoïde. Donc c'était là en fait où on avait fait l'inversion. Donc maintenant je vais laisser la parole aux autres et je vous dis à très vite pour une prochaine call. Des bisous! Coucou, bon, j'espère que vous allez bien. On va poursuivre du coup la correction de cette colle. Donc comme toujours, si vous avez la moindre question, surtout n'hésitez pas à la poser. Donc QCM6, il y avait 3 items de jus, c'était les items A, C et E. L'item B, il était faux, on vous disait que c'était l'hypermobilité flagellaire qui permettait l'exocytose des enzymes contenues dans l'acrosome. Donc c'est faux, c'est la capacité de déclencher la réaction acrosomique qui permet l'exocytose des enzymes contenues dans l'acrosome. Donc juste pour vous rappeler, on a notre spermatozoïde qui a des récepteurs ZP3 qu'il avait acquis au cours de son trajet dans les voies génitales masculines, qui va se lier avec la glycoprotéine ZP3 de la zone pellucide. Cette liaison en fait va faire qu'il va y avoir une agrégation de récepteurs au sein de la membrane externe, permettant ainsi la formation d'un canal ionique, et ce canal ionique va permettre l'entrée de calcium à l'intérieur et va provoquer la rupture de l'acrosome. Cet acrosome, une fois qu'il est rompu, il va du coup libérer des enzymes protéolytiques qui vont venir dégrader la zone pellucide, permettant ainsi du coup la progression du spermatozoïde à l'intérieur de l'ovocyte. Donc ce n'était pas l'hypermobilité flagellaire qui permettait l'exocytose, mais c'était la capacité à déclencher la réaction acrosomique. L'item D, il était faux, on vous disait que le spermatozoïde avait subi une décapacitation dans les voies génitales féminines. Donc non, le spermatozoïde, il subit d'abord une décapacitation dans les voies génitales masculines et ensuite une capacitation dans les voies génitales féminines. Donc là, il faut bien faire attention aux deux pour ne pas se faire piéger en QCM. Donc QCM6, les 3 items de jus, c'était le A, le C et le E. QCM7, donc là il y avait 4 items de jus, c'était le A, C, D, E, il y en avait donc un de faux. C'était l'item B, puisqu'on vous disait que la deuxième division méiotique du spermatozoïde s'achevait dans les 24 heures qui suivaient la fusion. Donc c'est faux, c'est la deuxième division méiotique ovocytaire, puisqu'on le rappelle, notre ovocyte 2, quand il est expulsé au moment de l'ovulation, il est bloqué en métaphase 2. Et il va rester bloqué en métaphase 2 jusqu'au moment de la fécondation et des événements tardifs de la fécondation. Alors que le spermatozoïde, une fois qu'il est émis dans les voies génitales féminines, il a totalement terminé sa deuxième division méiotique, donc lui, il n'a plus grand-chose à faire. Donc le QCM7, les 4 items de jus, c'était le A, le C, le D et le E. QCM 8, donc là il y avait 2 items de jus, c'était le B et le E, donc là le QCM portait sur le développement prénatal. L'item A il était faux, on vous disait que le développement embryonnaire débutait dès l'implantation, donc ça commence bien avant, ça commence en fait dès la première division mitotique de l'œuf, donc dans les 24 heures qui suivent la fécondation. Donc au stade de la première division de l'œuf, au stade de 2 blastomères, le développement embryonnaire a commencé. L'item C, il était faux, on vous disait que la période embryonnaire durait environ 38 semaines, donc là c'est faux, c'est la période de gestation normale, puisque la période embryonnaire, elle, s'étend de la première semaine à la 8e semaine de développement. L'item D, il était faux, on vous disait que l'implantation se terminait à la fin de la première semaine de développement, donc ça c'est faux, l'implantation, elle commence à la fin de la première semaine de développement et se termine au cours de la deuxième semaine de développement. Donc là, il fallait bien faire attention aux deux. Donc, pour le QCM8, les 2 items de juste, c'était le B et le E. QCM9, donc là il y avait 3 items de juste, le B, le C et le E. L'item A il était faux, on vous disait que les premières divisions de segmentation de l'œuf ont lieu dans les 24 à 30 heures après l'ovulation, donc ça c'est faux, c'est dans les 24 à 30 heures après la fécondation. Et l'item D il était faux parce qu'on vous disait que ça permettait d'obtenir des cellules qui sont pluripotentes, donc non, ce sont des cellules qui sont totipotentes, et en fait la totipotence fait que ces cellules peuvent donner toutes les cellules de l'organisme, mais aussi les annexes embryonnaires. Donc pour le QCM9, les 3 items de juste, c'était le B, le C et le E.
QCM10, donc là il y avait 2 items de jus, c'était le A et le B. Donc là le QCM portait sur la formation du blastocyste. Donc on vous disait que l'axe dorsoventral est donc mis en place vers jour 3. Donc non, l'axe dorsoventral il se met en place vers jour 4, jour 5, à partir du moment, enfin ça correspond à peu près au moment où l'œuf arrive dans la cavité utérine. L'item D, il était faux. Vous disiez que le dos de l'embryon est vers le pôle anti-embryonnaire. Donc non, c'est le dos qui est au pôle embryonnaire et le ventre qui est au pôle anti-embryonnaire. Et l'item E, il était faux. On vous disait que le blastocelle augmente rapidement de volume grâce aux cellules du boton embryonnaire qui pompent le sodium. Donc non, ce sont les cellules du trophoblaste qui vont pomper tout le sodium présent dans la cavité utérine, qui va entraîner du coup une rétention d'eau, ce qui fait que le blastocelle va rapidement augmenter de volume. Voilà, j'en ai fini pour ma correction. Si vous avez la moindre question, surtout n'hésitez pas à la poser. Et je vous fais de gros bisous. Coucou, alors on continue la correction de la colle. Donc le QCM11 c'était BCD. Donc la A elle est fausse. C'est au moment où le blastocelle est formé que l'œuf prend le nom de blastocyste. Donc mélangez pas les deux noms. Le blastocelle c'est une cavité remplie de liquide dans le blastocyste. Et le blastocyste c'est le nom de l'œuf. Ensuite, B, C était vrai, la D est vraie aussi, et on dit que l'œuf est autosuffisant durant la migration tubaire, d'accord, jusqu'à l'implantation. Et l'item E, il était faux, puisque c'est pas la fécondation qui signifie qu'on aura une grossesse, mais il faut qu'il y ait une implantation pour pouvoir parler de grossesse. Donc c'est l'implantation le plus important. Ensuite, le QCM12 c'était ACE, donc l'AA est bien vrai, donc avec les phases d'apposition, adhésion et invasion. L'AB est fausse, donc pareil, il ne faut pas mélanger blastocyste avec blastomère. Ici c'était blastocyste, c'est le blastocyste qui arrive dans la cavité utérine vers J4, J5. L'item C était vrai, la D est fausse puisque l'éclosion vers J5, J6 c'est pendant la phase d'adhésion. Là, on voit bien que durant la phase d'opposition, il y a encore la zone pellucide. Donc, l'éclosion, c'est durant la phase d'adhésion. Ensuite, l'item E, il était bien vrai. Moyen mnémotechnique, cadérine, adhésion. Ad. Voilà. Ensuite, le QCM13, c'était AB. Donc, voilà, c'était vrai. La C est fausse, puisque la croissance du syncytiotrophoblaste s'arrête au niveau de la couche compacte de l'endomètre et pas la couche spongieuse. L'item D, il était faux, c'est pas à J8 mais à J9 que le blastocyste a complètement pénétré au niveau de l'endomètre, donc là on le voit bien. Et l'item E, il était faux puisque c'est pas un bouchon de sérine mais bien de fibrine. Pour le QCM14, c'était BD, donc l'AA est fausse puisque la formation de l'embryon didermique commence à J8, donc pendant en fait la phase d'invasion. L'item B, il était vrai, la C est fausse. Ce qui sépare les deux feuillets, c'est une membrane basale qui est entre l'ectoblaste et l'entoblaste. L'item D, il est bien vrai, et la E était fausse puisqu'il s'agit d'un hors item, puisque ça concernait la 4e semaine de développement embryonnaire. Et puis enfin pour le QCM15, c'était ABD, donc AB bien vrai, la C est fausse puisque le mésoblaste va tapisser le cytotrophoblaste et non pas le syncytiotrophoblaste. Voilà, donc le syncytiotrophoblaste le plus externe, ensuite le cytotrophoblaste et puis le mésoblaste. Ensuite, l'item D était bien vrai et le E est faux. C'est un hors item puisqu'il concernait la formation du lécytocèle secondaire. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une bonne soirée. Bisous. Coucou les gars, du coup on se retrouve pour la correction pour ma part du QCM 16 à 20. Donc c'est parti. Donc le QCM 16 c'était salade. Donc ça concernait la formation du lécytocèle primaire de la cavité choriale et du mésoblaste extra-embryonnaire. Donc la membrane de Heuser n'est complète qu'à J12. Une fois la vésicule vitelline primitive constituée, l'ectoblaste tapisse bien l'espace compris entre la membrane de Heuser que l'on voit là et le trophoblaste qu'il y a là. Cette partie-là, ça va former du coup le mésoblaste extra-embryonnaire. Ensuite, le mésoblaste, il est toujours dérivé de l'ectoblaste. La cavité choriale, elle résulte bien de la confluence de lacunes remplies de liquide au sein du mésoblaste extra-embryonnaire, on peut le voir. C'est bien au sein du mésoblaste du coup. Et à J13, on a bien 3 cavités, la cavité amniotique, le lécytocèle primaire et la cavité choriale que l'on voit là. Du coup, on a bien
cavités-là. Hop, on les voit. Donc du coup, c'était tout pour le QCM 16. Le QCM 17, il n'y en avait qu'une seule de juste. C'était la D. L'item A était faux. Une nouvelle prolifération de l'antoblaste va refouler le cytocèle primaire vers le pôle anti-embryonnaire. Ensuite, le histocèle secondaire se forme à la 2e semaine de DE. Le mésoblaste extra-embryonnaire qui recouvre la vésicule vitelline est appelé le splanchnopleure. Donc voilà, on peut le voir juste ici, là, c'est le splanchnopleure. Et on le voit aussi sur la diapo. Hop, avec la légende. C'est bien le splanchnopleure et la vésicule vitelline définitive. Et ensuite, du coup, l'item D était vrai, la cavité vitelline est à l'origine des cellules germinales primitives. Et ensuite, l'item E était faux. Lorsque persistent des vestiges de la cavité vitelline, on les appelle les diverticules de Meckel. Donc c'était tout pour le QCM 17. QCM 18, il y avait 3 items de juste, c'était ACD, et ça concernait la mise en place de la ligne primitive. Donc elle résulte de la progression de l'épaississement de l'ectoblaste, allant de la future extrémité caudale à la future extrémité crâniale qui s'est creusée en son centre. On le voit bien là, hop, c'est creux en effet. Donc voilà. Ensuite, l'item B était faux, c'est la limite antérieure de cette ligne qui est marquée par le nœud de Hansen. Là. Hop. Ensuite, seules les cellules qui expriment HNK1 peuvent s'agréger au niveau de celle-ci. Ensuite, l'item D était aussi vrai, elle détermine l'axe longitudinal ainsi que le plan de symétrie bilatérale. On peut le voir, comme elle divise l'embryon en deux, hop. Et ensuite, à ce stade-là, le disque embryonnaire devient piriforme, c'est-à-dire qu'il prend la forme d'une raquette. Donc l'item E était faux. Donc ACD pour le QCM 18. Pour le QCM 19, qui parlait du mésoblaste intra-embryonnaire, il y avait 2 items de juste, c'était B et D. Donc sur les bords du disque embryonnaire côté ventral, le mésoblaste intra-embryonnaire entre en contact avec le splanchnopleure extra-embryonnaire. Donc du coup, on peut le voir juste là. C'est niveau côté ventral, c'est le splanchnopleure, et côté dorsal, c'est le somatopleure qui est juste là. Ensuite, il est à l'origine du futur diaphragme, oui, grâce au septum transversum. Ensuite, l'item C est faux, donc sa mise en place débute la 3e semaine, mais se termine à la 4e. Ensuite, l'item D est vrai. Les jonctions serrées qui unissent les cellules ectoblastiques et entoplastiques empêchent le mésoblaste de s'infiltrer dans la partie crâniale et la partie caudale. Donc en effet, on le voit juste là, en fait, on a l'entoblaste et l'ectoblaste qui sont collés, et du coup, il n'y a pas de mésoblaste intra-embryonnaire, et on le voit. Donc, du coup, là, c'est à la partie crâniale et à la partie caudale. Du coup, voilà. Et ensuite, l'item E est faux, c'est l'ectoblaste qui donnera la moelle épinière et pas le mésoblaste. Donc V et D pour le QCM 19. QCM 20, il n'y en avait qu'une seule de juste, c'était la B, et ça concernait la mise en place du mésoblaste intra-embryonnaire. Donc l'item A, il était faux. Donc le mésoblaste intra-embryonnaire ne s'infiltre pas partout entre l'entoblaste et l'ectoblaste. En effet, il y a un petit espace dans la partie crâniale et dans la partie caudale où il n'y aura pas de mésoblaste, et c'est ce que je vous montre là, du coup, avec la membrane pharyngienne, où il n'y a pas de mésoblaste, et la membrane cloacale, où il n'y a pas non plus de mésoblaste, et qui sera en fait, elles seront toutes les deux à l'origine des orifices. Donc du coup, B, l'air cardiaque et le septum transversum sont composés de mésoblastes intra-embryonnaires. Oui, c'est vrai. L'air cardiaque, en fait, se situe juste là, et donc là, il n'est pas représenté, mais le septum transversum est aussi à cet endroit-là, côté crânial, et il est bien constitué de mésoblastes intra-embryonnaires. Ensuite, du coup, l'item C, c'était un hors item, donc voilà. L'item D, c'était aussi un hors item, parce que le prolongement céphalique se creuse après la mise en place du mésoblaste intra-embryonnaire, et l'item E, c'était aussi un hors item. Donc voilà, ça faisait beaucoup de hors items, mais bon. Donc j'espère que ça s'est quand même bien passé, et je vous souhaite du coup une bonne fin de correction, et voilà, bon courage du coup.
Salut à tous, donc on va continuer cette correction de M2 avec le QCM 21. Donc QCM 21, il y avait 4 items de vrai, le A, le C, le D et le E. Donc ici on vous demandait à J23 quels sont les événements qui ont déjà eu lieu et complètement eu lieu, c'est important. Donc ici item 1 on vous disait la formation de la cavité vitéline définitive, donc oui parce qu'elle est totalement formée à J14, donc à J23 c'est ok. Ensuite la B elle était fausse parce qu'on vous disait la formation totale de la corde. Donc vu que c'est entre J22 et J23 c'est pas totalement formé, donc on la considère comme fausse. Ensuite, on vous parle de l'apparition du canal neurantérique. Donc très important, le canal neurantérique, c'est J20, J21. Donc là, c'est bon pour J23. Ensuite, on vous dit formation de la plaque cordale. Elle se forme avant J20, donc à J23, c'est OK. Et item E, la mise en place du mésoblaste extra-embryonnaire qui se fait vers J9. Donc là, ici, c'était encore OK pour J23. Ensuite, QCM 22, il y avait trois items de vrai, la A, la D et la E. Donc, item A, on vous disait que la formation de la corde, elle commence à J16. Donc ça, c'est vrai. Ensuite, on vous parle du canal neurantérique et on vous dit qu'il permet la communication transitoire entre la cavité amniotique et la vésicule vitéline primitive. Donc non, ça va être avec la vésicule vitéline définitive puisque cette dernière se met en place vers J14. Donc comme notre communication avec le canal neurantérique c'est vers J20, J21, ça sera forcément la définitive. La primaire, elle n'existe même plus. Ensuite, on vous parle de la corde et on vous dit qu'elle ne sera pas totalement formée qu'entre J20 et J22. Donc non, c'est faux, c'est entre J22 et J24. Ensuite, on vous dit la corde va induire en grande partie la formation du système nerveux. Donc ça, c'est bien vrai. Et on vous disait, dernier QCM, que le nucleus pulposus est un reliquat de la corde chez l'homme. Donc ça, c'est vrai aussi. Donc ici, on vous a mis le schéma pour vous rappeler le canal neurantérique, où il se situe. Et on voit bien ici qu'il met en communication la cavité amniotique et la vésicule vitéline définitive. Ensuite, QCM 23, il y avait 3 items de vrai, le B, le C et le E. Ici, on vous parlait de la formation de la corde. Donc, on vous dit que la corde provient de la plaque précordale. Donc ça, non, c'est un gros piège. La corde, elle provient du prolongement céphalique. La plaque précordale, c'est mal... nommé, mais la plaque précordale, elle induit la formation de la corde, c'est-à-dire qu'elle arrive avant elle. C'est pour ça qu'il y a le petit surnom, le petit début là, pré, le préfixe pré, mais c'est pas pour dire que c'est elle qui va l'induire. Donc ensuite, on vous dit B, le canal cordal, en fusionnant avec l'entoblaste sous-jacent, permet la formation du canal neurantérique, donc ça c'est vrai. Ensuite, on vous dit item C, chez l'adulte, la corde va être à l'origine du nucleus pulposus qui peut causer des hernies. Donc ça c'est vrai. Ici, on vous a mis le petit schéma où on voit la corde. Donc c'est le petit... comment dire, le petit rondin là marron et on voit que ça va bien être au centre de la vertèbre, donc ça va bien correspondre plus tard au nucleus pulposus que vous voyez en anate. Ensuite, on vous disait la fermeture du tube neural commence à J22. Donc ça, même si la phrase elle est vraie, c'est considéré hors item parce que ça n'a pas de rapport avec la corde en fait. Sauf que la corde c'était le titre du QCM, donc il faut bien faire attention. Si ça n'a pas de rapport, même si la phrase est juste, on le considère hors item, donc c'est faux. Et ensuite, l'item E, il était vrai, donc on vous dit entre J22 et J24, la plaque cordale se transforme pour former la corde, donc ça c'est totalement vrai. Ensuite, QCM 24, il y avait 2 lettres, B et D, donc ici on était plutôt sur un schéma. Donc les items, c'était donc item A, 1 correspond au cytotrophoblast, donc non ici ça correspond au syncytiotrophoblast, 2 correspond à l'amnios, donc ça c'est vrai, l'amnios. Ensuite on vous disait 3 correspond à la membrane cloacale, donc non, 3 c'est le nœud de Hansen. Ici. Ensuite, on vous disait 4 correspond au licitocèle, donc ça c'est vrai. Et ensuite, on vous disait 5 correspond à la somatopleure, donc non, c'est à la splanchnopleur. Et ensuite, QCM 25, ici il n'y avait que 2 lettres aussi, c'était la A et la B. Donc on vous disait item A, donc ici on parle de l'ectoblast et de ses évolutions, donc on vous disait sous l'induction de la corde, la prolifération des cellules ectoblastiques dans le sens crânio-caudal formera la plaque neurale. Donc ça c'est totalement vrai.
La B était également vraie, puisqu'on vous disait les bords de la plaque neurale se soulèvent autour d'une dépression en formant la gouttière neurale vers J19. Donc ça c'est vrai. Ensuite, item C, là c'était faux parce qu'on vous disait que le neuropore antérieur se ferme à J26. Donc non, le neuropore antérieur c'est J24 et le neuropore postérieur c'est J26. Donc faites bien attention à retenir ces dates, c'est important. Ensuite, on vous disait que la partie caudale du tube neural donnera le rhombocéphale, le prosencéphale et le mésencéphale. Donc non, ça sera la partie crâniale, puisque dans le futur, ça sera bien la partie crâniale enfin notre cerveau, il se trouve bien dans la partie crâniale de notre squelette. Donc ça sera pareil dans l'embryologie. Tout ce qui va concerner le cerveau, ça sera déjà en partie crâniale. Et ensuite, on vous dit une absence totale de fermeture du tube neural pourrait entraîner une spina bifida. Donc non, c'est faux. Si c'est une fermeture totale, ça sera un crânio-rachis-schisis, alors que si c'est une fermeture seulement du neuropore postérieur, là seulement on pourra parler de spina bifida. Voilà, merci. Et salut à tous! Donc on va corriger la fin de la colle ensemble. Pour le QCM26, il y avait 2 items de vrai, c'était les items A et C. Donc l'item A était vrai. Pour l'item B, il était faux puisque les 3 zones du mésoblaste intra-embryonnaire sont le mésoblaste paraaxial que vous avez ici, qui va être à l'origine des différents somites, le mésoblaste intermédiaire qui est ici, qui lui va être à l'origine des 3 reins embryonnaires, que sont le pronéphros, le mésonéphros et le métanéphros. Et ensuite, on a le mésoblaste latéral avec la somatopleure intra-embryonnaire et la splachnopleur intra-embryonnaire. Les 3 zones que l'on vous avait données dans l'item, qui étaient myotome, dermatome et sclérotome, sont en fait les 3 zones distinctes d'un somite, qui fait donc partie du mésoblaste paraaxial. L'item C était vrai, l'item D était faux puisque c'est à la 5e semaine qu'on comptabilise 42 à 44 paires de somites. En fait, à la 4e semaine, on considère que c'est là que commencent à apparaître les somites dans votre mésoblaste paraaxial. Mais par contre, pour en comptabiliser 42 à 44 paires, ça, on le considère qu'à partir de la 5e semaine. Et pour l'item E, c'était faux puisque c'était un hors item, ça concernait l'ectoblaste, qui lui donc sera à l'origine de la moelle épinière, mais aussi par exemple de l'épiderme de la peau. Pour le QCM27, il n'y avait qu'un item de vrai, c'était le A. Donc l'item B était faux puisque ce sont les cellules internes du dermomyotome qui sont à l'origine des cellules, enfin des structures musculaires. En fait, dans votre somite, donc vous avez votre sclérotome qui est ici et votre dermomyotome qui est plus latéral ici. En fait, ce même dermomyotome se divise en dermatome ici, qui va être latéral et qui sera donc à l'origine du derme de la peau. Donc en fait, votre peau, elle va être composée de l'ectoblaste par l'épiderme et du mésoblaste paraxial via le dermatome. Et donc plus interne, de façon plus interne, plus médiale, vous avez votre myotome qui lui donc est à l'origine des différentes structures musculaires. Ensuite, pour l'item C, il était faux puisque ce n'est pas le métanéphros, mais le mésonéphros ou corps de Wolff qui joue un rôle dans la différenciation sexuelle. L'item D était faux puisque c'est le métanéphros, cette fois-ci, qui subit une ascension vers la région lombaire entre la 6e et la 9e semaine de développement embryonnaire. En fait, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, votre mésoblaste intermédiaire va être à l'origine des 3 reins embryonnaires, donc le pronéphros, le mésonéphros et le métanéphros, qui prennent le relais, enfin qui se suivent en termes d'action dans le temps. Et donc en fait, pendant que votre mésonéphros va travailler, le métanéphros, lui, apparaît donc dans la région sacrale, et sauf qu'il va avoir besoin de subir une ascension vers la région lombaire pour qu'une fois que votre mésonéphros va dégénérer, le métanéphros puisse prendre le relais et être le rein embryonnaire qui fonctionne. Et ensuite, l'item E était faux puisque votre mésoblaste latéral se scinde dans son épaisseur et donne 2 feuillets qui sont la somatopleure intra-embryonnaire et la splachnopleur intra-embryonnaire et non pas extra-embryonnaire. Pour le QCM28, il y avait 4 items de vrai, donc les items A, B, C et E.
Donc seul l'item D était faux, puisque dans la région sous-ombilicale, l'intestin primitif est d'abord relié à la paroi par le mésentère ventral, que vous pouvez apercevoir ici sur le schéma, et non pas le mésentère dorsal. En fait, le mésentère dorsal, il va relier l'intestin primitif à la paroi un peu plus tard, et c'est pas de suite. C'est que la deuxième étape. Voilà. Donc, et tout le reste était vrai. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Pour le QCM 29, il y avait aussi 4 items de vrai, donc A, C, D et E. L'item B était faux, lui, puisque c'était un hors item et qu'il concerne la délimitation dans le sens transversal et non pas longitudinal, comme on vous l'a demandé dans l'énoncé. Et pour le dernier QCM, pour le QCM 30, donc c'était le schéma, ci-contre. Donc c'est bien un schéma qui correspond à la délimitation et à la formation du cordon ombilical. Par contre, l'item B donc, était faux, puisque ce schéma représente un embryon à la 8e semaine de développement embryonnaire et non pas à la 6e semaine. Et ensuite, l'item C était faux, puisque le 1 correspond à la cavité amniotique. En fait, ici, là, vous avez bien votre cavité amniotique, qui, c'est par sa croissance exponentielle que ça va induire un basculement des structures anatomiques et donc la délimitation. La cavité coriale, elle est ici. Donc le piège était là. D'ailleurs, c'est quand on voit la cavité amniotique qui a envahi tout ça et la faible cavité coriale qu'on peut se dire que l'embryon est en 8e semaine de développement et non pas en 6e semaine. Et ensuite, les items D et E étaient vrais. Là, on a bien notre cordon ombilical et là, notre vésicule ombilicale. Donc voilà, c'est terminé pour cette colle. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On va y répondre encore un petit moment. Donc on se retrouve prochainement pour les partiels blancs. On vous incite à les faire, c'est très important de faire un premier entraînement. Et donc on vous fait de gros bisous et à très bientôt pour de prochaines colles. Bisous.